Bonjour à toutes et tous, la capsule vidéo du jour concerne le cours du lundi 30 mars. Dans ce cours, nous allons corriger l'activité que vous aviez à faire pour aujourd'hui sur les transferts thermiques dans un bâtiment et nous allons boucler le chapitre 13 sur les transferts macroscopiques d'énergie et donc plus particulièrement sur la partie transfert thermique. Alors, dans cette activité, vous aviez des documents qui vous présentaient les trois modes de transfert thermique, A, B, C, ils étaient décrits ici, des schémas où vous aviez deux de ces modes qui étaient illustrés, un troisième document où vous aviez les noms de ces trois modes, conduction, convection, rayonnement, et donc la première question, il s'agissait d'associer à chacun des schémas le type de transfert thermique illustré ainsi que les caractéristiques correspondantes. Donc, le premier schéma, donc le schéma de gauche ici, on voyait un solide qui était à deux températures différentes. On peut penser à un mur par exemple. Et donc la première température θ1 était supérieure à θ2 et on avait un transfert thermique qui se faisait de la paroi chaude vers la paroi froide. Alors, il fallait donc lui attribuer un mode de transfert thermique et les caractéristiques de ces modes. Donc, on vous décrivait les trois modes. Le premier, transfert d'énergie qui existe pour tout corps, il a lieu sans contact physique et correspond à de l'énergie électromagnétique. Le deuxième, transfert d'énergie par contact dans un matériau ou à l'interface entre deux milieux, il a lieu lorsque une différence de température existe entre deux régions d'un système, l'énergie des particules se communique de proche en proche. Et enfin, transfert d'énergie provoqué par le mouvement d'ensemble d'un fluide, liquide ou gaz, il peut être naturel ou forcé. Donc pour le document 2, il s'agissait de la description B, transfert d'énergie, donc le schéma du document 2, transfert d'énergie par contact dans un matériau ou à l'interface entre deux milieux. Ça a lieu donc principalement dans les solides. L'énergie se communique de proche en proche. Et donc on avait ce schéma 1 et on appelle ça la conduction. Pour le schéma 2, donc on a une pièce chauffée avec un radiateur et puis on voit un mouvement de fluide, un mouvement d'air ici, vers le haut, et puis on a stagnation ici, et puis refroidissement, et ça redescend, et ça remonte, etc. Donc là, on a un transfert d'énergie qui est provoqué par le mouvement d'ensemble d'un fluide, liquide ou gaz, il peut être naturel ou forcé, donc c'est le descriptif C pour le schéma 2, et c'est la convection ici qui intervient. Ensuite, dans les différentes situations qui étaient décrites, dire quels étaient les modes de transfert thermique mis en jeu. Eh bien, en fait, dans ces trois situations présentées, mur extérieur, vitre et radiateur électrique, on a à chaque fois les trois types de transfert thermique. Alors, parfois avec certains modes qui dominent par rapport à d'autres, les trois apparaissent à chaque fois. Dans les murs extérieurs, on a de la conduction à l'intérieur des murs. Mur extérieur, on a aussi le vent qui crée de la convection. Et on a du rayonnement diurne du soleil et nocturne du mur vers l'extérieur. Pour les vitres, on aura aussi de la conduction à l'intérieur, c'est un solide. Le vent produit aussi de la convection et puis on aura aussi du rayonnement, l'énergie rayonnée par l'air qui traverse la vitre. Pour les radiateurs électriques, là encore, au niveau du radiateur lui-même, on aura de la conduction au niveau du solide. Le radiateur va induire un mouvement convectif d'air et puis la résistance à l'intérieur du radiateur électrique eh bien, crée un rayonnement par effet Joule. Là, on peut même la voir parfois rougir, cette résistance. Donc le rayonnement passe cette fois-ci dans le visible, même si c'est principalement dans l'infrarouge et donc on n'a pas de rayonnement visible. Alors, dans les matériaux, document 4, on vous présentait la conduction thermique. C'est la caractéristique d'un matériau à conduire la chaleur. Plus la valeur de lambda, la conductivité thermique est faible, plus le matériau est isolant. Le flux thermique qui s'exprime en watts, donc c'est une puissance. Une puissance, hein, je rappelle, c'est une énergie divisée par une durée. Donc ce flux thermique à travers une paroi de surface S d'épaisseur E constituée d'un seul matériau de conductivité lambda est proportionnel à la différence de température. Vous aviez l'expression du flux thermique qui était donnée là. Lambda S sur E fois delta θ. Dans cette formule, la température s'exprime généralement en Kelvin, mais comme on ne raisonne qu'en différence de température et que une différence de 1 Kelvin correspond à une différence de 1 degré Celsius, donc peu importe ici, qu'on l'exprime en Kelvin ou en degrés Celsius, la conductivité lambda du matériau s'exprime en watts
mètre moins 1, Kelvin moins 1. Première question, ici en rapport avec ce document 4. Justifier l'unité de conductivité précisée dans le document 4. Alors, on va faire une petite analyse dimensionnelle. Pour ça, on va isoler lambda. Donc lambda, on va faire en sorte de l'avoir tout seul. On va se débarrasser de S, delta, θ et E. E divise, donc de l'autre côté, il va multiplier. S multiplie, donc de l'autre côté, il va diviser. Delta, θ multiplie, de l'autre côté, il va diviser. Ce qui nous laisse lambda égale le flux phi fois E sur S fois delta θ. Donc lambda égale flux fois E sur divisé par donc S sur fois delta θ. Donc le flux est en watts, d'où le watt ici. E sur S, alors ça nous fait des mètres sur des mètres carrés. Mètre sur mètre carré, ça nous fait bien des mètres moins 1. Et enfin, on avait le delta θ qui est au dénominateur, delta θ donc qui est en Kelvin. Donc comme il est au dénominateur, ça nous fait bien des Kelvin moins 1. Alors, donc ici l'expression, et donc on a watt E sur S, donc ça nous fait des mètres sur mètre carré, donc il nous reste mètre moins 1, et divisé par des Kelvin, donc multiplié par des Kelvin moins 1. Alors ensuite, classer les matériaux du document 5, donc ce document-là, utilisé dans le bâtiment du moins isolant au plus isolant. Alors on a vu ici que plus lambda est faible, plus le matériau est isolant. Donc ici, le lambda le plus grand, donc le matériau le moins isolant, ce sera le béton armé, avec un lambda de 2,2. Le plus isolant sera le lambda, la laine minérale, ou laine de verre ou laine de roche, à 0,040. Et puis après, donc on a béton armé qui est le moins isolant, on a béton plein ensuite, brique pleine, le BA13, donc les plaques au plâtre, le bois de sapin, la paille et la laine de verre ou laine de roche qui est le matériau le plus isolant avec le plus petit lambda. On vous présente le flux thermique et son rapport avec la résistance thermique. Donc la résistance thermique d'une paroi traduit sa résistance au transfert thermique. Donc elle est liée au flux thermique par la relation qui est fournie ici. Le flux est égal à delta θ sur R. On définit également la résistance surfacique, la résistance thermique surfacique par R égale RS sur S, S étant la surface du matériau. Et donc la résistance thermique surfacique, c'est pour une paroi de 1 mètre carré. Le flux thermique est lié aussi à la résistance surfacique par cette relation S sur RS fois delta θ avec S, la surface de la paroi. Quand on a une paroi qui est constituée de plusieurs matériaux, eh bien les résistances thermiques s'additionnent. Première question en rapport avec ce document, déterminer l'unité de la résistance thermique R. Donc là encore, analyse dimensionnelle, flux égale delta θ sur R ici. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on isole R, donc R, on va le passer au numérateur ici, le flux passe au dénominateur. On se retrouve avec R égale delta θ sur le flux, delta θ en Kelvin, le flux en watts, ça nous fait donc des Kelvin watt moins 1 pour cette unité de résistance thermique. Ensuite, justifier la phrase suivante, plus la valeur de la résistance thermique d'une paroi est grande, plus celle-ci est isolante. Alors, pour répondre à cette question, je vais faire d'abord une petite analogie entre cette formule, flux égale delta θ sur R, et une autre formule que vous connaissez dans un autre contexte, qui est I, l'intensité du courant, égale U sur R. Hein, ça dérive de la loi d'Ohm, U égale RI, donc I égale U sur R. L'intensité du courant, ça n'est rien d'autre qu'un flux de particules chargées, un flux d'électrons par exemple dans les fils électriques. Ce flux de courant, enfin ce flux d'électrons, si on parle des fils électriques, ou ce flux de particules chargées, il est induit par une différence de potentiel, donc ce qu'on appelle une tension électrique. Donc la tension électrique crée le flux d'électrons, et ce flux d'électrons sera plus ou moins grand en fonction de la résistance. Si on a une grande résistance, on aura un petit flux d'électrons, on aura une petite intensité. Si on a une petite résistance, on aura un grand flux d'électrons, on aura une grande intensité. Eh bien, on peut faire l'analogie avec cette formule-là. Le flux ici, ça va être un flux thermique, donc une fuite d'énergie par transfert thermique. Elle est créée par un delta θ, une variation de température, quand entre deux parois, enfin entre deux endroits, on a une différence de température importante, on va avoir un flux thermique
qui va aller du chaud vers le froid, et ce flux thermique va être plus ou moins important en fonction de la résistance thermique. Si on prend une paroi, par exemple, le mur d'une maison, à l'extérieur il fait 0 degré, à l'intérieur il fait 18 degrés. Donc spontanément, le flux thermique va aller de l'intérieur de la maison vers l'extérieur. Et si votre paroi est, donc votre mur, est isolant, eh bien ce flux thermique va être faible, c'est-à-dire qu'on va avoir une faible déperdition d'énergie de l'intérieur de la maison vers l'extérieur. A l'inverse, si la maison est mal isolée, donc on a une résistance thermique qui est faible, eh bien on aura un flux thermique important et une fuite d'énergie par transfert thermique de l'intérieur de la maison vers l'extérieur. Voilà, c'est ça que ça signifie. Hein. La variation de température engendre le flux thermique, donc une évacuation d'énergie par seconde. Plus la résistance thermique est grande, donc plus la maison est isolée, plus le flux est petit. Et donc moins, voilà, moins le flux thermique est important. Pour une paroi constituée d'un seul matériau, établir l'expression de la résistance surfacique RS en fonction de certaines caractéristiques de la paroi et du matériau. Donc là, il fallait faire un petit retour sur les deux formules de flux qu'on a eu, de flux thermique. On a eu cette première formule ici, lambda S sur E fois delta θ, et une deuxième formule ici, où on a toujours delta θ, mais S sur RS. Et puis donc on va raisonner par analogie, par identification avec ces deux formules. On a le flux ici, qui va être égal à ce flux-là, évidemment, c'est la même chose. Donc ça veut dire que S delta θ sur RS est égal à lambda S delta θ sur E. On reconnaît le S fois delta θ ici comme là. Ce qui veut dire que 1 sur RS, ça va être égal à lambda sur E, ce qui nous permet d'écrire que RS égale E sur lambda. Donc tout ça par identification en comparant les deux formules. Donc la résistance thermique surfacique, c'est E l'épaisseur de la paroi sur lambda, la conductivité thermique du matériau mis en œuvre dans la paroi. On continue. Donc là, document 7, vous aviez une étiquette de certification d'un matériau utilisé comme isolant. Vous aviez sa conductivité thermique, son épaisseur. Sur l'étiquette du matériau isolant, la valeur de la résistance thermique surfacique a été effacée. Retrouvez cette valeur, sachant que la valeur de la conductivité thermique non arrondie est donnée ici. Donc là, on vient de déterminer que RS était égal à E sur lambda. On a E 50 mm, donc 50-10 moins 3 mètres, et lambda 0,03702 watt mètre moins 1 Kelvin moins 1. On fait l'opération et on obtient 1,35 mètre carré Kelvin watt moins 1. Question 7, c'est l'avant-dernière. Donc sur le document 8, ci-contre l'épaisseur nécessaire pour qu'une paroi en béton armé présente les mêmes performances thermiques qu'une paroi idéale d'épaisseur 5 cm en laine minérale. Donc on voudrait en fait avoir du béton armé qui soit aussi isolant que 5 cm de laine minérale. Bon. Donc on veut le même RS pour les deux. À l'aide des documents, calculer la valeur de E, donc la valeur ici de E, l'épaisseur de béton armé nécessaire. Bon alors, on va déjà calculer le RS de la laine minérale. Donc RS égale E sur lambda. E 5 cm, donc ça nous fait 5-10 moins 2 mètres. Le lambda de la laine minérale est fourni ici, 0,040. On fait le calcul. On trouve 1,25 m² Kelvin watt moins 1 pour cette épaisseur de laine minérale en résistance thermique surfacique. Nous, on veut la même résistance thermique surfacique, mais pour le béton armé. Donc, on va avoir donc le même E sur le même résultat pour le E sur lambda. Mais là, le E va pas être le même parce que le lambda du béton armé n'est pas le même que celui de la laine minérale. Donc, pour calculer ce E, on va prendre ce RS qu'on vient de calculer pour la laine minérale, donc 1,35, 1,25 pardon, excusez-moi, multiplié par le lambda du béton armé, 2,2. Donc le lambda du béton armé est fourni ici, 2,2. Donc quand on fait 1,25 fois 2,2, on trouve 2,8 mètres. Ça veut dire que pour avoir un béton armé aussi isolant que de la laine minérale, il nous faut presque 3 mètres de paroi. C'est-à-dire que 2,80 m de béton armé sont aussi isolants que 5 cm de laine minérale. Donc autant dire que les matériaux lourds de maçonnerie ne constituent jamais une isolation acceptable. C'est ce qui est indiqué ici dans le document. Il nous faudrait, l'équivalent de 5 cm de laine de verre ou de laine de roche, c'est près de 3 mètres de béton armé. Au niveau de l'isolation, on voit que le béton, ça sert pour la maçonnerie, pour la structure de la maison, mais c'est pas du tout comme un isolant, quoi.
Alors enfin, vous aviez un chalet pyrénéen avec une paroi qui était constituée de plaques de plâtre, de laine de verre, de béton plein et de bois de sapin, avec des épaisseurs différentes qui étaient indiquées ici. Vous aviez le plan du chalet, et vous deviez déterminer le flux thermique par conduction à travers les murs extérieurs du chalet, avec une température extérieure de 0 degré Celsius et une température intérieure de 18 degrés Celsius. Alors, le flux thermique, on le sait, c'est delta θ sur R, sur la résistance thermique de la paroi. La résistance thermique de la paroi, c'est la résistance surfacique divisée par la surface. Et enfin, la résistance surfacique, c'est l'épaisseur sur lambda, sur la conductivité thermique. Donc la résistance thermique, ce qui nous manque ici, puisque on veut calculer le flux, on a delta θ, donc delta θ ça fera 18 degrés, puisque c'est 18 à l'intérieur, 0 à l'extérieur, et il nous manque la résistance thermique. Résistance thermique, ça va donc être E divisé par lambda S. Et alors E, pour le plaque de plâtre, ça fait 13 mm, le lambda il nous est donné, et donc le E de la laine de verre 10 cm, le lambda nous est donné, tous ces lambdas on les avait tous dans ce tableau ici. On a aussi l'épaisseur du béton plein, le lambda est fourni, l'épaisseur du bois de sapin, le lambda est fourni, il nous manque juste la surface. Donc la surface du chalet, ça va être le périmètre du rectangle multiplié par sa hauteur. Le périmètre, eh bien, ça nous fait, là on a longueur plus longueur plus largeur, donc 2 fois longueur plus 2 fois largeur. On a donc ici 20 plus 16, 36 mètres de périmètre, fois 3 pour avoir la surface. Donc ça nous fait 108 mètres carrés. Et puis après, il n'y a plus qu'à appliquer, on a toutes les infos qui nous sont données. Donc ici, on veut calculer le flux, donc il nous faut delta θ sur R. Le R, ça va être E sur lambda S. Le S, 108 mètres carrés. Et puis après, la résistance du mur, ça va être la somme des résistances des différentes parois qui constituent le mur. Donc on a le plaque de plâtre, la laine de verre, le béton plein et le bois de sapin. Donc ici, ça nous fait 1 sur S, multiplié par l'épaisseur du placo sur le lambda du placo, plus l'épaisseur de la laine sur le lambda de la laine, plus l'épaisseur du béton sur etc. Et ça nous fait, au final, tout calcul fait, une résistance thermique de 0,0266 Kelvin watt moins 1, et donc un flux thermique de 18 sur 0,0266 qui nous fait 680 watts. Donc ce qui veut dire que la perte, donc pour se représenter un peu physiquement ce que ça signifie, on a 0 degré à l'extérieur du chalet, 18 à l'intérieur, et on va avoir une perte thermique de 680 watts. Ce qui veut dire que pour maintenir la température à l'intérieur de la maison, si on néglige les pertes de flux thermique par le toit et par le sol, eh bien il suffirait dans cette maison de 100 mètres carrés, ici de 100 mètres carrés de surface de mur, elle ne fait pas tout à fait 100 mètres carrés. Elle fait plutôt, si on fait longueur fois largeur au sol, on arrive à 80 mètres carrés. Mais en tout cas, il faut un simple radiateur de 680 watts suffit. Donc on peut estimer que c'est une maison quand même correctement isolée. Après, les pertes n'ont pas été prises en compte par le toit et par le sol, ce qui représente des pertes non négligeables. Voilà, donc cette activité permettait d'introduire les transferts thermiques ici, et donc on va faire la partie court maintenant sur cette partie. Je reviendrai sur les compétences exigibles à la toute fin. Bon, les différents modes de transfert thermique, on les a vus. Conduction, convection, rayonnement. Petite illustration ici. Donc là, je vous montre cette manip. Donc cette manip, elle illustre la conduction. Donc la conduction, elle a lieu principalement dans les solides. Cette conduction, ici, c'est un transfert thermique par contact, sans transport de matière. Au niveau microscopique, les constituants du matériau conducteur communiquent à leurs voisins leur agitation thermique tout en restant globalement à la même place. C'est-à-dire qu'en fait, les atomes se déplacent de proche et, alors, petite illustration ici, et donc communiquent leur agitation aux voisins. Donc là, en fait, ici, on a 3 lames de cuivre de longueur différente. Celle-ci, donc c'est la longueur étalon, celle-ci c'est 1,5 fois cette longueur-là, 2 fois cette longueur-là. Et en fait, à la cire ont été collés des bouchons de fioles jaugées aux extrémités. Et donc on chauffe ici le centre. Et quand la conduction arrive jusqu'à une extrémité, ça fait fondre la cire et puis le bouchon tombe. Donc c'est ce qu'on voit ici.
Et donc on voit que le premier bouchon tombe en premier, hein, sa longueur, la longueur ici est la parcourue la plus courte. Donc là, on chauffe le centre, et donc la conduction se fait de proche en proche. Il faut imaginer des atomes qui s'agitent parce qu'ils sont chauffés, et cette agitation gagne les atomes voisins qui chauffent encore les atomes voisins, etc., etc. Et ça se fait proche en proche d'une extrémité jusque l'autre. Et donc là, on va voir, j'avance un tout petit peu ici, voilà, le deuxième tombe ici, j'accélère encore un peu. Voilà, ça commence, on voit la cire fondre ici, là, ça s'humidifie, et le bouchon finit par tomber. Donc à retenir, la conduction, elle se fait de proche en proche, et elle se fait principalement dans les solides. Et on n'a pas de transfert de matière ici. Alors deuxième mode de transfert thermique, la convection. Donc nouvelle illustration ici. Donc je vous présente la manip. Donc cette manip, ce qu'on a, c'est une plaque chauffante. Donc cette plaque chauffante, elle est surmontée d'un bécher rempli d'eau aux trois quarts, et il y a eu quelques cristaux de permanganate de potassium qui sont déposés au fond. Et donc on va voir ici un courant de matière, parce que là ça se fait par déplacement de matière. Donc c'est un transfert thermique porté par un mouvement de matière, et ça se produit dans les fluides, et les liquides et les gaz. Donc là on voit, ça monte, et puis ensuite ça redescend. Ça monte et ça redescend ici. Et puis après ça s'homogénéise. Donc donc la convection à retenir, on a un mouvement de matière et ça se fait dans les fluides. Et dernier mode, le rayonnement. Donc ici, description de la manip. On a deux thermomètres. Des thermomètres qui sont, donc on a les sondes des thermomètres qui sont ici. L'un va être éclairé par une lampe à LED, donc qui ne chauffe pas, mais qui émet juste un rayonnement. Et donc le deuxième, eh bien, ne le sera pas. Donc là encore, on va faire ça, hop, assez vite. Et donc, une fois que la lampe est allumée, donc là pour l'instant on voit la température 22 degrés Celsius pour les deux. Donc la lampe est allumée, on voit la température qui croît. Donc ici, là, l'autre ça reste à 21-22 degrés, quand celui-ci passe à 25, 26, enfin ça continue à monter. Donc la température augmente ici. Donc le rayonnement est un mode de transfert thermique. Donc on a trois transferts thermiques, donc conduction, convection, rayonnement, hein, le transfert étant l'un des deux types de transfert d'énergie, l'autre étant le travail qu'on a déjà abordé. Donc conduction illustrée ici, convection et rayonnement. Alors l'énergie interne, donc c'est la somme des énergies microscopiques dans un système, énergie cinétique et potentielle microscopique, hein, donc vu la semaine dernière. Cette énergie interne, ce qu'on mesure, c'est sa variation. Et sa variation, delta U, est égale à W plus Q, W le travail et Q le transfert thermique. Mais quand on a un système immobile, donc qui n'échange de l'énergie que par transfert thermique, eh bien delta U sera égal à Q. Et Q, c'est égal à MC fois delta T. Donc formule à connaître. Donc formule vue en première. M, c'est la masse du système en kilogrammes. C, c'est la capacité thermique massique du solide ou du liquide en question, et delta T c'est la variation de température en Kelvin ou en degrés Celsius. On aura le même résultat de toute façon, puisque une variation de 1 Kelvin ou de 1 degré Celsius c'est la même chose. Alors le flux thermique à travers une paroi, on l'a vu, ça s'exprime en watts, on l'a vu dans l'activité, ça s'exprime en watts parce que c'est un transfert thermique, donc qui lui est en joules, divisé par un temps. Ça mesure la rapidité du transfert thermique, ici. Donc ça c'est donc Q sur taux, Q le transfert thermique en joules, et taux la durée du transfert thermique en
en secondes. Hein. Si vous avez un radiateur électrique à la maison de 2000 watts, ça veut dire qu'il va transférer 2000 joules à chaque seconde. 2000 joules par seconde, c'est 2000 watts. Alors la résistance thermique d'une paroi plane, donc là on l'a vu aussi dans l'activité, la résistance thermique c'est delta T, donc la variation de température sur le flux thermique, flux en watts. La résistance thermique, elle est proportionnelle à l'épaisseur du matériau et inversement proportionnelle à sa conductivité thermique et à sa surface. Ça c'est pareil, on l'a vu dans l'activité. Ces formules-là par contre ne sont pas à connaître, on reviendra juste sur les compétences exigibles à la fin. Lorsque plusieurs parois sont accolées, comme on l'a vu dans le chalet, eh bien, on ajoute les résistances thermiques de chaque paroi. La résistance thermique totale, ce sera la résistance thermique de chaque paroi constituant la paroi en question, de chaque mur, enfin, ou de chaque matériau constituant la paroi en question. Les fabricants d'isolants indiquent en général la valeur de la résistance thermique surfacique, et donc c'est en mètres carrés Kelvin watt moins 1. Et enfin, le bilan énergétique, donc ça on va l'illustrer avec une activité que vous avez à faire pour le 2 avril, donc pour jeudi. C'est donc on va déterminer la chaleur qui est échangée dans un réfrigérateur et donc on va calculer son rendement. Donc quand on effectue un bilan énergétique sur un système lors d'une transformation, on détermine les transferts thermiques, les transferts énergétiques qui ont lieu entre le système et l'extérieur. Les transferts reçus sont par convention comptés positivement et ceux qui sont cédés sont comptés négativement. Et on représente les transferts par une chaîne énergétique, donc on le fera dans l'activité que vous avez à faire pour jeudi. Et on conclut par une évaluation de l'efficacité de la transformation grâce à un calcul de rendement. Donc c'est l'énergie utile sur l'énergie totale reçue par le convertisseur. Donc là, vous avez des exemples, donc ça s'exprime souvent en pourcentage. Donc des exemples de rendement qui sont fournis ici. Alors, pour terminer, un petit retour sur les compétences exigibles. Donc les premiers ici avaient été vus dans même les 3 premiers ici avaient été vus dans le cours précédent. Nous, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est ça, connaître et exploiter la relation entre la variation d'énergie interne et la variation de température pour un corps dans un état condensé. Donc là, on l'a vu, delta U est égal à Q est égal à MC delta T. Enfin, delta U c'est égal à W plus Q, mais quand on a un système qui est immobile, c'est égal au transfert thermique Q, qui est égal à M fois C fois delta T. M, la masse de notre système, que ce soit un solide ou un liquide, en kilogrammes. C, la capacité thermique qui correspond à l'énergie qu'il faut fournir pour augmenter de 1 degré la température d'un corps de 1 kg, de 1 kg. Donc la capacité thermique c'est en joules kilogramme moins 1, Kelvin moins 1. Et delta T c'est la variation de température en Kelvin ou en degrés Celsius. Donc interpréter les transferts thermiques dans la matière à l'échelle microscopique. Donc là, en fait, c'est conduction, convection, rayonnement. Conduction, c'est l'agitation des atomes qui est diffusée à partir de la partie chauffée du métal. Ça se fait sans transport de matière, et donc principalement dans les solides. Donc convection, là, on a un mouvement d'un fluide. Là, ici, par exemple, l'air chaud se déplace dans la pièce et augmente l'agitation des molécules de l'air froid avec lesquelles il se mélange. Donc mouvement de matière dans un fluide, donc liquide ou gaz. Et rayonnement, donc une source d'ondes électromagnétiques se propage dans toutes les directions possibles. Alors la particularité, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais le rayonnement s'effectue même dans le vide. Hein. La principale source d'énergie sur Terre, eh bien, c'est le Soleil. Et le Soleil est distant de 150 millions de kilomètres de la Terre. Et pourtant, on reçoit donc, de l'énergie du Soleil. C'est la principale source d'énergie sur Terre, le Soleil. C'est l'énergie du Soleil donc, produite qui nous arrive par rayonnement. Et établir un bilan énergétique faisant intervenir transfert thermique et travail. Donc ça, vous le ferez avec l'activité quelle chaleur dans mon frigo, donc l'on corrigera jeudi. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage, bon travail, et donc à demain.